Nous sommes en Turquie, à quelques kilomètres de la Syrie où je suis né. Je m'appelle Yaman, je suis journaliste réfugié ici avec ma famille. Le calme de ce champ d'olivier où je viens souvent me ressourcer me rappelle mon pays. Si proche et pourtant si inaccessible. L'armée de Bachar el-Assad et celle de son allié russe tentent de reconquérir le dernier bastion aux mains des rebelles, dont certains sont soutenus par les forces turques. En 9 ans, la révolution démocratique s'est transformée en conflit international. Sans doute pour la dernière fois, je reviens clandestinement dans mon pays pour filmer et raconter ce que vivent les civils, premières victimes de ces combats qui les dépassent. Le plus difficile, c'est ce sentiment de vulnérabilité mêlé d'impuissance, car nous avons l'impression de ne rien pouvoir faire pour changer la situation. Je souhaite que le monde entier ouvre les yeux sur cette tragédie, que les gens voient ces personnes, ces déplacés, qu'ils sentent la souffrance de ces femmes, de ces enfants. Je souhaite qu'ils nous soutiennent même par un mot pour nous dire qu'ils comprennent nos souffrances. On ne peut plus supporter cette situation. Moi seule, que voulez-vous que je fasse ? Je ne peux rien faire et les gens autour de moi sont aussi affaiblis que moi. Mais j'essaye de me montrer forte pour donner un peu de courage aux autres. Pourtant, je suis très affaiblie. Je souffre énormément. Mais si on baisse tous les bras, la situation sera plus difficile encore plus dramatique. Cette femme qui se filme sur les réseaux sociaux s'appelle Ahlam. C'est elle qui m'a décidé à revenir. J'ai eu envie de la rencontrer, de comprendre d'où lui vient cette énergie d'aider les autres dans ce chaos. J'ai besoin de montrer les habitants de mon pays, ceux qui ne sont pas sur le front, ceux qui demandent juste à vivre en paix dans une démocratie. Il m'a fallu plusieurs semaines pour arriver à passer la frontière. Depuis l'intervention turque, c'est devenu quasi impossible. Mais enfin, je suis à nouveau en Syrie. Bienvenue à Idlib. Quelle ironie. Ici, on ne pense plus qu'à une chose, fuir. Mais pour aller où? La Turquie ne veut pas de nouveaux réfugiés, mais envoie ses tanks et ses soldats. Les forces gouvernementales ne sont pas loin. Le danger est partout. À n'importe quel moment, une attaque, un bombardement peuvent survenir. Je n'ai jamais vu autant de monde sur cette route. Je mets des heures à franchir quelques kilomètres et je trouve enfin Ahlam et son fils Hamoudé. Passe ton doigt dans la boucle, ce sera plus facile pour toi de tenir le téléphone. Je voudrais transmettre un message à tous ceux qui m'entendront. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Dieu merci, vous êtes là, sains et saufs. Vous venez d'où? De Béniche. De Biniche. Je voulais donner ça aux enfants. Dieu merci, vous êtes sortis en vie de là-bas. Quelle est la situation là-bas? Comment vas-tu, ma sœur? La situation est vraiment difficile. La situation est difficile. Juste une minute, car je dois encore vous donner des choses. Ma femme va bientôt accoucher. Comment? Ma femme va bientôt accoucher. Ma chérie, tu vas accoucher? Dès que vous serez arrivés, prévenez-moi. Si vous allez du côté d'Atmé, il y a un hôpital qui pourrait vous accueillir et vous aider. L'hôpital de la fraternité d'Atmé, c'est prévu pour ce mois-ci? Elle va accoucher dans 5 à 10 jours. Juste pour savoir, comment vous vous appelez? Satou Farmad. Dès que tu trouveras du réseau, envoie-moi un message pour que je puisse avoir votre numéro, d'accord? Ça va bien se passer, j'espère. Que Dieu vous garde. Bon courage. Au revoir. Ahlam ne veut pas penser à elle. Elle ne veut pas rentrer. Elle refuse de baisser les bras. Venez, venez par là. Il y a une voiture là. Les gens ne veulent pas s'arrêter. On ne peut pas leur en vouloir. Les gens ne savent même pas où aller.
Recule juste un peu. Allez, viens, on y va. Attends juste une minute. Peut-être que... Oh mon Dieu, c'est difficile. Couvrez-vous avec ces couvertures. Tiens, mets-la sur toi. Réchauffe-toi. Allez, j'espère qu'ils vont vous trouver un lieu d'hébergement. N'aie pas peur. Ici, la situation est plus sûre. J'espère que... Couvrez-vous, hein. Tenez. Couvrez-vous, madame. J'espère que Dieu vous aidera. Vous avez besoin de quelque chose? Ne pleure pas. N'aie pas peur. Je te demande de ne pas pleurer car on ne pourra rien faire de plus avec des larmes. Il nous faut croire et espérer. J'espère que Dieu pourra arranger tout ça. Enroule-toi bien dans la couverture. Tu as besoin de quelque chose? Au revoir. Prie pour nous. Fais-moi un bisou. Au revoir. J'espère que vous arriverez en sécurité. Hamoudé réussit à convaincre sa mère. La nuit va bientôt tomber, il faut rentrer. Cela devient encore plus dangereux de rester. La ligne de front n'est qu'à une dizaine de kilomètres. Ici aussi, il faut du temps pour faire un petit bout de route. La fatigue et la tension se font ressentir. Le désespoir aussi. Une couverture ne remplace pas sa maison détruite. Tu vois des enfants qui ne savent pas où ils vont dormir. Je ne peux pas imaginer qu'ils vont passer la nuit dehors, dans ce froid glacial. La femme âgée qu'on vient de voir, l'autre qui va bientôt accoucher. La situation est vraiment dramatique. Les gens ne savent pas où aller, n'ont personne. La frontière est fermée. Et le reste du monde nous regarde, comme s'il ne se passait rien. L'indifférence du monde face à ce que vit notre pays continue à nous étonner, nous les Syriens. 500 000 morts, des millions de réfugiés, l'utilisation par le régime soutenu par les Russes et les Iraniens d'armes prohibées, rien n'aura suffi à déclencher une intervention internationale, ou du moins une véritable aide humanitaire. En tant que journaliste, je continue à témoigner de ce que je vois et de ce que j'entends, mais il m'arrive de douter. À quoi bon ? Qui nous écoute vraiment? Quelques heures de sommeil me donnent l'énergie pour recommencer à travailler. Malgré tout, la vie à Idlib continue. L'essence s'achète au litre à prix d'or. Certains enfants ne vont plus à l'école depuis longtemps. Les étals sont ravitaillés par les campagnes environnantes et surtout par le trafic avec la Turquie voisine. Mais tout est trop cher et la vie a quasiment disparu de ce marché autrefois si fréquenté. Comme tous les lieux de vie, les marchés sont régulièrement pris pour cible par le régime. Je retrouve Arlam chez elle. Elle aussi a repris un peu de force.
Nous n'avons jamais imaginé qu'un jour dans notre pays, quelqu'un puisse nous dire de partir de nos maisons que nous avions construites de nos mains grâce à notre dur labeur. Qu'on vienne nous dire un jour, tu n'es plus ici chez toi, va-t'en, va vivre dans une tente. Nous avons souvent déménagé d'un endroit à un autre, vraiment très souvent. Finalement, nous sommes arrivés ici, dans la ville de Kha, en 2012. Le 12 du 12 2012. Je n'oublierai jamais cette date. Nous sommes partis dans le froid, sans vêtements, juste avec ce que nous avions sur le dos. C'est une histoire commune à tous les réfugiés. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je ressens profondément la souffrance des autres, parce que je suis passée par là moi aussi. Et Arlam sait aussi qu'elle peut à nouveau se retrouver à devoir partir avec sa famille. Tu ne connais pas les paroles par cœur? C'est pas grave, fais la 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 la. Il chantera ça quand il aura fini ses devoirs. Allez, applaudissements. Je ne veux pas qu'un jour mon frère se retrouve bloqué comme moi à la frontière. Moi, j'aimerais partir par exemple en France, en Espagne, en Allemagne, n'importe quel pays où je pourrais réaliser mes rêves. Tu sais, toi, en quelle année j'ai arrêté mes études? Moi, j'ai réussi à fuir, mais mes collègues de la fac sont tous morts. À cause de ça, je ne peux pas me projeter dans ce pays. Tu te souviens quand j'ai voulu partir en Turquie et que tu m'avais caché mon passeport parce que tu avais peur pour moi et que tu ne voulais plus me le rendre? Bien sûr que je m'en souviens, mais moi j'ai tout fait pour vous permettre d'étudier ici pour pouvoir après aider votre pays. Ici, on ne peut plus étudier, on ne peut plus grandir. On ne peut plus réaliser ton rêve de reconstruire le pays. La première difficulté est que ton passeport est périmé. Je ne veux pas t'empêcher de poursuivre tes études ni de réaliser tes rêves, de penser à ton futur. Au contraire, je t'encourage. Mais je vous ai beaucoup donné pour vous faire grandir, pour vous voir réussir. Donc c'est sûr que je ne vais pas m'opposer au fait que tu poursuives tes études. Au contraire, je suis très fière de ta volonté. Je réfléchis sérieusement au fait de partir avec ma femme, de vendre la maison et les meubles, et de vous dire au revoir. Non, tu ne feras pas ça. Mais fais ce que tu veux. Partir? Rester? Je me suis posé moi aussi toutes ces questions quand je vivais à Alep. Quand j'avais faim. Quand j'avais peur. Après le siège, c'était encore possible de partir, mais aujourd'hui, ici, les civils ne savent plus où aller. Ils sont pris au piège. Comme ici, dans la banlieue sud d'Idleb. L'avancée des troupes et les bombardements quotidiens ont chassé la grande majorité des habitants. Mais quelques-uns sont encore là, fantômes désœuvrés d'une guerre qui, comme pour Mohammed, leur a tout pris. Je le rencontre par hasard, au milieu des ruines de son passé. Cette maison a été endommagée. Dans cette maison vivait une famille entière. Même la ferraille a fondu, tu vois ? La bombe est tombée là, à l'intérieur, ça se voit. Il ne reste plus rien, juste quelques affaires domestiques.
Seul Dieu peut comprendre ma peine. Combien de personnes as-tu perdu dans cette attaque? J'ai perdu 6 enfants. 6 enfants et ma femme. Un enfant ne peut pas comprendre ce que veut dire le siège ou la guerre. C'est insupportable quand ton petit te dit qu'il a faim. Ce jour-là, je suis sorti lui chercher à manger. À mon retour, ils avaient tous perdu la vie. 6 enfants. L'aîné s'appelait Hamza. Le plus petit avait 40 jours. Quelle est leur faute? Quelle est leur faute? Seul Dieu peut comprendre ma souffrance. C'était il y a à peine 4 jours. Les Turcs ont abattu un hélicoptère du régime et le régime s'est vengé en nous frappant, nous, les civils. Pourtant, il n'y avait aucun combattant ici, que des civils. Dont ta famille? Oui, ma famille aussi et ma maison. Elle est juste derrière vous, vous l'avez vu. Notre maison a été frappée. Il n'y a ni camp ni rien ici. Où aurais-je pu aller sans argent? Je n'avais pas d'argent pour partir m'installer ailleurs. Dieu seul peut recevoir mes plaintes contre les dirigeants arabes. Ils n'étaient que des enfants et n'avaient pas mangé depuis 3 jours. Voilà un poêle. Les gens se réchauffaient avec ça. Ils brûlaient leurs vêtements, leurs chaussures. Il n'y a plus de combustible, plus rien. La situation est vraiment dramatique à Idlib. Pour dire les choses clairement, la mort serait un soulagement pour nous. Mais malgré tout, nous résistons. Et nous résisterons jusqu'à la chute du régime, si Dieu le veut. Si le monde entier nous a abandonnés, Dieu est avec nous. Depuis le début de la Révolution, on répète que nous n'avons que Dieu pour nous aider. Réellement, nous n'avons que Dieu. Le monde entier nous a abandonnés. Encore et toujours ce sentiment d'abandon. Mohammad a tout perdu. Lui qui avait déjà vu mourir ses parents et ses frères dans l'attaque chimique de la Ghouta en 2013. Tu entends l'avion ? Qui sait si je reverrai un jour Mohammad? Il faut que je parte. Je voudrais retrouver Ahlam. Toujours plus facile à dire qu'à faire. Les voitures s'entassent sur la route en direction de la frontière turque. Depuis décembre, 1 million de personnes a pris la fuite. C'est un des plus grands exodes depuis la Deuxième Guerre mondiale. Chaque jour, la ligne de front se rapproche. Les familles qui ont la chance d'avoir une voiture et un peu d'argent pour l'essence partent avec les quelques affaires qu'il leur reste. La fatigue, la faim et la peur font prendre parfois des décisions absurdes. Comme tenter de traverser les champs boueux, ou pire. Attention, t'as failli perdre ta jambe, mon ami. Il vaut mieux accrocher la chaîne dans le châssis. Impossible d'avancer. Des voix d'enfants attirent mon attention. Bara, Youssef, Diana, Iyad et Monzer sont là comme moi, perdus dans l'ennui d'une errance sans fin. Ils sont frères et sœurs. Leur sourire contraste avec leurs yeux qui ne s'étonnent plus de rien. À l'intérieur de la camionnette, Medienne, leur mère, s'occupe des autres. 10 en tout. Son mari, Abou Medienne, est un ancien agriculteur. Aujourd'hui, comme la plupart des gens bloqués, il tente de rejoindre un camp de réfugiés. Vous allez où ? On ne sait pas. On va vers Sarmada, puis au nord de Sarmada.
Peut-être à Kafr Hussein ou à la montagne, je sais pas. Peut-être à la frontière turque, on sait pas où aller. C'est votre premier déplacement? C'est notre 15e déplacement. On est parti de Sinjar, notre village, il y a 3 ans. Je peux pas te dire par tous les endroits par lesquels on est passé. 3 ans de déplacement. Ces enfants-là savent mieux que quiconque que la guerre n'est pas un jeu. Mais voilà, ils reproduisent ce qu'ils connaissent le mieux. Une façon peut-être pour eux de conjurer la violence présente partout. Vous aimez jouer avec les armes? Oui. Surtout avec celle-là. C'est quoi ça? Un fusil à pompe, pour la chasse. En regardant ces gosses, je me dis que ça aurait pu être les miens dans ce camion, et moi au volant. Alors j'ai décidé de suivre cette famille. Le voyage a duré toute la journée et une partie de la soirée. Tout ça pour parcourir à peine quelques kilomètres. Dans son malheur, Abou Médienne a de la chance alors que la nuit est tombée. Sur le chemin, une connaissance accepte de les héberger dans sa tente. Pour nous tous, trouver un endroit chaud est une délivrance. L'hiver est si dur cette année. Impossible de dormir dehors. Abou Médienne n'est pas le seul à être invité sous la tente de son ami. Une bonne dizaine d'autres familles attendent elles aussi le matin pour se remettre en route. En voyant ça, je me dis que la guerre n'a pas réussi à tuer complètement notre humanité. Les enfants retrouvent le sourire, même si tout manque, à commencer par le bois de chauffage remplacé par des chaussures. Il n'y a plus grand-chose à manger. L'aide humanitaire franchit la frontière à minima. Au petit matin, nous comprenons mieux où nous sommes. Dans un vrai camp de réfugiés, plein à craquer. Des tentes à perte de vue, mais pas de place pour la famille d'Abou Médienne. Ici, il y a de l'eau, un peu d'électricité, des panneaux solaires, un vrai luxe et un peu de répit dans la fuite. Il est temps de repartir. Abou Médienne veut s'installer sur un terrain situé à côté d'une déchetterie où il reste encore de la place. Pour la plupart des déplacés, la terre où planter sa tente est aussi rare qu'insalubre. La famille se crée un refuge avec ce qui lui tombe sous la main. Les enfants aussi participent. Objectif, survivre un jour de plus. Allez, Yad, allez! Ici, aucune commodité. Tout est à faire, à commencer par le montage de la tente. Le peu d'objets que la famille d'Abou Médienne a pu emporter dans son exode est d'une grande utilité, comme ce poêle rouillé. Enlève le poteau. Et puis essaye de le rapprocher. Rapproche-le. Fais attention, enlève-moi ça. Espèce de... Qu'est-ce que t'es maladroit.
La journée est dure pour tout le monde, mais il faut à tout prix que l'abri soit prêt pour la nuit. Même si toute la famille, à commencer par les enfants, est fatiguée. Bizarrement, la présence de la décharge est aussi une chance. Elle fournit de quoi se chauffer. La famille brûle tout ce qu'elle trouve sans penser à l'air qu'elle respire. À quoi bon tenter de préserver sa santé alors qu'on n'a nulle part où aller et rien à manger? Dans la tente, le moral est au plus bas. Tout à l'heure, j'ai vu un gars remballer ses affaires dans sa voiture. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit que le propriétaire lui demande 15 000 livres par mois pour rester avec sa tante, mais il les a pas. Un mec à moto m'a dit pareil. Il veut 15 000 livres de loyer minimum par mois. C'est leur terrain et ils font ce qu'ils veulent. Ça veut dire qu'on va souffrir d'un nouveau déplacement. Il veut que je lui donne 15 000 aussi pour la tente? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? C'est une vie, ça? Mieux vaut être mort que de vivre ça. On quitte la vie sous les bombardements, on fuit la mort pour venir ici, et on tombe sur des gens sans pitié ni clémence. Quand tu vas à l'épicerie pour acheter de la mortadelle, on te demande 450 livres pour une boîte de conserve rouillée. Tu demandes pourquoi, le gars te dit « à cause du dollar ». Tu demandes du sucre, ça te coûte 700 livres. Tu demandes pourquoi, on te répond encore à cause du dollar. Et qu'est-ce qu'il y connaît, lui, au dollar? Avant de les quitter, je leur ai donné le numéro d'Arlam. Quelques jours plus tard, Abou Medienne l'a contactée. Elle ne peut pas grand-chose, mais elle n'hésite pas à aller à leur rencontre. Son mari va l'accompagner. Arlam est tendu. Les bombardements de la veille ont causé la mort d'une dizaine de civils. Un KGB dans la cour fait office de réserve. Les dons proviennent de particuliers et d'ONG avec qui Arlam et son mari collaborent depuis plusieurs années. C'est Arlam qui conduit. Une fierté pour elle. Elles ne sont que 6 femmes à Idlib à prendre le volant. Mon Dieu, la région ici ne peut pas accueillir plus de monde. Où vont aller tous ces gens? Abou Medienne, le monsieur qui nous a appelés, est dans une situation vraiment difficile. J'espère que nous pourrons l'aider. Il y a tellement de gens dans cette situation. Si seulement on pouvait tous les aider. Parfois, je ne peux plus le supporter. Surtout quand on voit les mains bleues des enfants à cause du froid. Ils n'ont pas d'endroit où dormir. À quoi ça sert une cave ou une tente par ce froid? La température est à -7 chaque nuit, pas loin de là. Regarde un peu cet embouteillage. Combien de temps encore Arlam pourra-t-elle continuer à courir ainsi partout? Une fois de plus, je me demande où elle trouve cette énergie. Bonsoir. Vous avez froid? Pourquoi vous êtes sorti dehors alors? Allez, venez avec moi. C'est par là. Bonsoir. Entrez, je vous en prie, c'est par là. Qui n'en a pas eu? Venez tous. Asseyez-vous près de moi, mes chéris. Tu n'en as pas eu, toi? Prends-en un autre. Et toi, comment tu t'appelles? Iyad, c'est mignon. On s'est déplacé près de 15 fois. Oh mon Dieu. On a quitté Sinjar il y a presque 3 ans. C'est notre 15e déplacement peut-être. J'espère que ça sera la dernière fois pour vous. On retournera tous chez nous un jour. Vous n'êtes pas seul dans ce cas. La plupart des Syriens ressentent la même chose. Aucun déplacé ne peut être heureux, même s'il vit dans un château, n'est-ce pas? C'est exact, oui. Que voulons-nous finalement? Simplement retourner chez nous?
Ça serait la meilleure chose qui pourrait nous arriver. On ne demande pas plus, pas de maison, on veut rien. On veut juste retourner sur nos terres. Ouais, juste sur nos terres. Là où personne ne nous demande de loyer. Roba est très gentil. Regarde ce que je vais te donner, Roba. Une grenouille. Prends-la, prends-la. Diana, ma chérie, prends-le pour elle, s'il te plaît. Allez, salut les jeunes. Mes respects. Bon courage à vous tous. J'espère que tout se passera bien pour les filles aussi. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Tu n'as pas froid avec ces vêtements? Si, j'ai froid. Tu es déjà allée à l'école? Du tout? Du tout. Aucune classe? Aucune classe. Mais pourquoi? Il n'y a pas d'école ici. Tu entends le bombardement? Ça te fait peur? Oui, Beaucoup? énormément. Ça va aller, j'espère. Tu entends l'avion? Voyons si on peut l'apercevoir. Éteignez la lumière. Dieu vous protège. Je te fais un bisou. J'espère te revoir et que ça ira mieux. Mon Dieu, sauve-nous. Ça veut dire que le régime regroupe ses forces vers le camp de Lébié? C'est très probable. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un peut nous dire? Une personne a demandé où se trouve le camp Alep-Lébié. Un gars d'ici lui a répondu que c'est juste à côté de notre camp. Il a dit qu'il y avait un regroupement de blindés et a demandé à ce que l'on quitte immédiatement le camp. Il a dit, il y a un énorme groupement de blindés, il faut évacuer le camp sur le champ. On est sur la bonne route? Oui, c'est par là. Par là, on accède directement à la route. Pourquoi se bat-on entre nous? On se bat maintenant pour un lopin de terre. Je ne comprends vraiment pas. Mais je suis contente d'être venue. Je suis heureuse d'avoir pu aider un peu avec des choses toutes simples. Je n'ai pas plus de moyens. L'essentiel, c'est qu'ils aient retrouvé un temps le sourire. Ils ont ressenti que quelqu'un s'intéresse à eux. Quelqu'un dans un coin de ce monde peut les atteindre, venir les voir et les aider. Je vais porter leur voix. Je vais parler de leur souffrance et de leur tragédie au monde entier. Arlam va retourner au bord de la route et recommencer à diffuser ses messages sur les réseaux sociaux. Je la verrai de loin car il est temps pour moi de retrouver les miens. Si j'ai de la chance, je vais pouvoir profiter d'une ouverture de la frontière pour les journalistes. Comme souvent depuis que je ne vis plus ici, je suis à la fois heureux et malheureux de quitter mon pays. Mais aujourd'hui, j'ai peur de ne plus pouvoir revenir.